Le ministre de l'économie a réuni cet après-midi les groupes pétroliers et les distributeurs de carburant. Total s'engage à étaler dans le temps la hausse des prix à la pompe et à répercuter immédiatement les baisses. Un observatoire des prix du carburant sera créé. Une nouvelle réunion est prévue dans quelques mois. La liste noire des compagnies aériennes avec l'interdiction de vol de Cameroun Airlines pour manquement aux règles de sécurité. Une autre compagnie turque, cette fois Onur Air, est dans le collimateur des passagers après de nouveaux incidents. L'Allemagne a 2 jours des élections législatives. Le suspense est entier. Angela Merkel et Gerhard Schröder jettent leur dernière force dans la bataille. L'Allemagne qui souffre de son manque de natalité, le plus bas taux en Europe. L'engouement pour les journées du patrimoine avec ce paradoxe. Les chantiers des monuments historiques manquent de crédit. Les artisans de la profession sont inquiets. Ils ont manifesté aujourd'hui. Un chantier sur 4 est arrêté faute de moyens. Et puis événement musical avec la sortie du dernier album de Cecilia Bartoli, considérée comme la plus grande star du monde lyrique. Avec Opera Prohibita, la cantatrice reprend le répertoire des castrats du XVIIIe siècle. Voilà, monsieur, bonsoir. Commençons ce journal par la réunion qui s'est achevée il y a quelques instants à Bercy. Autour de Thierry Breton, les principaux représentants des groupes pétroliers mis sous pression ces dernières semaines alors que les prix des carburants font du yo-yo. Lors de cette rencontre, plusieurs annonces, je vous le disais, avec d'abord l'engagement de Total qui répercutera immédiatement à la pompe la baisse des prix et étalera les hausses éventuelles dans le temps. Et puis par ailleurs, un observatoire des prix du carburant sera créé. Le détail avec David Boéry et Samuel Mez. Tous les PDG des grandes compagnies pétrolières convoqués à Bercy face au ministre Thierry Breton. Une réunion pour obtenir une baisse des prix à la pompe. À l'issue de plus d'1 heure et demie d'entretien, le ministre et les pétroliers se disent satisfaits. Après les tensions de ces derniers jours, l'heure est à l'apaisement. Au cours de sa conférence de presse, Thierry Breton annonce la création d'un observatoire des prix des carburants avec des relevés hebdomadaires dans les stations-service. De son côté, le groupe Total s'engage à étaler sur 3 semaines les hausses de prix à la pompe quand le prix du pétrole s'envole et en cas de baisse, à la répercuter dans un délai de 3 jours. Mais l'État ne baissera pas ses taxes. Il faut raison garder et encore une fois sur ces questions, bien raisonner avec ceux qui peuvent vraiment agir, c'est les producteurs et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Je m'en réjouis pour les consommateurs. Du côté des pétroliers, on fait savoir que la profession a déjà fait des efforts et qu'elle s'engage à les poursuivre. Nous ferons l'effort d'étaler dans le temps la hausse. Le principe reste d'appliquer rapidement les baisses. Je vous signale d'ailleurs que dans les 10 derniers jours, le prix de l'essence a rebaissé dans nos réseaux de 10 centimes d'euros par litre. Les prix vont baisser au fur et à mesure que les prix du brut vont baisser. Il n'y a pas de chose particulière. Les marchés font leur œuvre. Les prix vont baisser au fur et à mesure que les prix du pétrole brut vont baisser. Il n'y aura donc pas de baisse spectaculaire. Au mieux, les prix à la pompe suivront les prix sur les marchés internationaux. Le gouvernement espère simplement avoir obtenu un peu plus de transparence. Un premier bilan sera dressé dans 3 mois. La liste noire des compagnies poubelles, une liste qui s'allonge avec interdite de vol en France, la Cameroun Airlines, décision prise par la direction de l'aviation civile qui a noté une série de manquements sur la maintenance des appareils. Une décision qui prend effet immédiatement. Du coup, un avion d'Air France parti pour Douala au Cameroun a fait demi-tour en vol dans la matinée car les opérations d'assistance à l'aéroport de destination n'offraient pas les garanties suffisantes. Gilles Marinet, Jérôme Soulard. Cameroun Airlines, la compagnie n'avait jamais fait parler d'elle, à l'exception de cette sortie de piste en novembre 2000 à Roissy, aucun blessé. Et pourtant, cet après-midi, la Direction générale de l'aviation civile a décidé d'interdire ces avions sur les aéroports français. Depuis fin mai, la compagnie d'État camerounaise savait que tous ces appareils devaient être conformes aux critères de sécurité de la DGAC. Les contrôles ont montré que ce n'est pas le cas. Des pneumatiques usées au-delà de la limite admise. Il y avait des fuites hydrauliques dans les trains d'atterrissage lors de certaines inspections. Et nous avons constaté des chargements non conformes aux règles, la documentation de bord qui n'était pas à jour. Un nom de plus sur la courte liste des compagnies interdites en France. La décision a provoqué une tension avec le gouvernement camerounais. Conséquence, Air France, craignant des mesures de rétorsion, a dérouté un vol Paris-Douala. L'appareil a fait demi-tour pour se poser sur l'aéroport de Roissy à 18 h. L'interdiction d'Air Cameroun va durer jusqu'à la mise en conformité. Combien de temps? Difficile à dire pour une compagnie qui semble avoir des problèmes financiers et que les habitués surnomment Air peut-être.
Et puis il y a les listes grises, celles de ces compagnies qui ne sont pas interdites mais qui inquiètent les passagers. Exemple aujourd'hui de cet avion d'Onur Air, une compagnie turque. Un problème technique a empêché le décollage de l'appareil pendant quelques heures. Et cet incident s'ajoute à d'autres qui ont touché cette même compagnie, interdite provisoirement de vol il y a quelques mois. Sophie Rodier, Olivier Combe. 4 heures de retard, un atterrissage en douceur à l'aéroport de Toulouse. Mais des passagers qui n'ont pas décoléré. Pour la compagnie turque Onur Air, la journée avait plutôt mal commencé. Tôt ce matin, aéroport d'Izmir, ces passagers sont cloués au sol en raison d'un problème technique. En fait, ils ont désossé un réacteur devant nous, donc ça a un peu inquiété les gens. Et on est resté 4 heures sans information, sans explication, sans café, sans rien, du tout. La tension monte, certains passagers se révoltent et exigent de prendre un autre avion. Il y a eu un petit incident dans l'aéroport puisqu'une dame s'est énervée, elle a cassé la vitre en jetant un cendrier à travers la vitre. Ah, ça montait quand même, ça montait. Les gens huaient, et on était beaucoup, c'est tout un grand rôle comme ça qui criait qu'on ne montera pas dans cet avion. Pour Onur Air, les ennuis ne s'arrêtent pas là. 1 heure plus tard, en Turquie, un avion assurant un vol intérieur s'enlise dans la terre, en bout de piste, peu après son atterrissage. En mai dernier, Onur Air avait déjà été rappelé à l'ordre. La compagnie turque avait été frappée d'une interdiction de vol, notamment en France, pendant 10 jours. Ces incidents d'aujourd'hui ne seront pas répertoriés officiellement, car seules les anomalies constatées en France lors d'un contrôle de la Direction générale de l'aviation civile sont consignées dans une base de données européenne. À quelques jours du 4e anniversaire de l'explosion de l'usine AZF, les familles des victimes marquent un point et reprennent espoir, car elles ont obtenu que la justice s'interroge sur les conditions de sécurité de l'usine et sur d'éventuelles entraves à l'enquête dans les semaines qui ont suivi la catastrophe. Benoît Bringer, Olivier Combe. Pour les familles des victimes, c'est une précieuse victoire, peut-être un tournant dans l'enquête. Après les avoir rejetés dans un premier temps, la justice a enfin jugé leur plainte recevable. C'est un soulagement, monsieur. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourquoi? Parce que quelque part, la justice, comme je vous le disais tout à l'heure, nous a entendus et que ça fait du bien. Ce matin, Gérard Ratti affichait sa détermination, plus décidé que jamais à poursuivre son combat pour éclaircir les circonstances de la catastrophe. Car dans l'accident, il a perdu son fils. C'était il y a 4 ans, presque jour pour jour, le 21 septembre 2001. L'explosion de l'usine AZF faisait 30 morts et des milliers de blessés. La justice va désormais devoir répondre à 2 questions. Le site était-il dangereux car mal géré? Et le groupe Total, propriétaire de l'usine, a-t-il délibérément fait obstacle à l'enquête en menant ses propres investigations sur les lieux de l'accident? C'est en tout cas la thèse soutenue par l'Association des familles des victimes. Ils sont restés plus d'une semaine. Et qu'ils ont chamboulé ce hangar. C'est ce que constatera la police quand elle viendra un mois plus tard. Pour l'avocat de Total, cette accusation ne tient pas debout. Tous les services de l'État, y compris évidemment policiers et judiciaires, le parquet, étaient là immédiatement. Alors ça n'a pas de sens. La justice décidera la semaine prochaine si oui ou non Total doit être mis en examen. En attendant, comme chaque année désormais, les Toulousains se rassembleront mercredi prochain au rond-point du 21 septembre à 10h17, l'heure précise de l'explosion meurtrière. L'actualité sociale avec partout en France la grève des salariés de Hewlett-Packard. Le ministre délégué à l'emploi a reçu tout à l'heure la direction du groupe informatique. Gérard Larcher déplore le caractère, dit-il, brutal de l'annonce du géant américain qui a révélé en début de semaine son intention de supprimer près de 6 000 emplois en Europe. Et c'est la France qui est la plus touchée puisqu'il est question de licencier plus de 1200 personnes. Sur tous les sites et en particulier à Grenoble, les employés, soutenus notamment par les élus locaux, ont manifesté leur colère et leur inquiétude. Reportage Virginie Fichet et Olivier Jacquelin. 1240 emplois supprimés! C'est une première. Aujourd'hui à Grenoble, Hewlett-Packard était en grève. Une fois seulement, il y a 3 ans, lors d'un précédent plan social, les cadres avaient cessé le travail pendant 2 heures. Sur le pavé, cette fois, aucune hésitation. Je ne pense pas que ça fera réduire le nombre de personnes qui devront partir en France, mais je préfère être là que de rester à mon bureau et de ne rien faire par rapport à ces décisions. Proportionnellement, le site de Grenoble pourrait perdre entre 500 et 700 emplois sur un peu plus de 2000. Une sanction incompréhensible pour les salariés.
À Grenoble, on essaye de faire du bon travail et on rapporte de l'argent à la compagnie. On aimerait bien que la compagnie nous traite correctement. La République et ses politiques qui se mobilisent derrière les cols blancs devenus manifestants. En fin de matinée, une délégation a été reçue à la préfecture. En visite à Grenoble, la secrétaire générale du Parti communiste, Marie-Georges Buffet, a fait un détour pour rencontrer les grévistes. Inacceptable. Et merci pour votre présence qui est un soutien à essayer de contrer ce projet de la direction mondiale. Je suis d'abord là en effet pour être solidaire avec l'ensemble des salariés de HP, parce que rien ne peut motiver ces licenciements lorsqu'on voit la situation de l'entreprise. J'ai envie de dire que c'est presque un racket par rapport à votre travail. La semaine prochaine, les syndicats rencontreront le directeur France, Patrick Stark. Des assemblées générales auront lieu. Chez HP, la révolution culturelle des cols blancs est en marche. J'en viens maintenant à cette évacuation par la police ce matin d'un squat jugé dangereux à Paris, dans le 19e arrondissement. L'immeuble dans lequel vivaient une trentaine de personnes était totalement délabré et infesté de rats. Les habitants seront hébergés ce soir par le Secours catholique. C'est la 3e expulsion dans la capitale en 15 jours. Philippe Visserias, Arnaud Wurst. Tôt ce matin, des militants d'associations d'aide aux mal logés préviennent les familles du 21 rue du Maroc. Elles vont être expulsées dans les heures qui suivent. À cette heure, la police investit le quartier et s'apprête à intervenir. À l'intérieur du squat, la famille Lacami et ses 16 enfants. Fofana Lacami vit en France depuis 25 ans. Il travaille, il a des papiers. Jusqu'à présent, toutes ses demandes de relogement ont été refusées. Moi, le février 88 que j'ai fait ma demande. Depuis 1988 1988. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Toujours, la mairie dit oui, attends, il y a des personnes qui sont avant vous. Armés d'un bélier, les policiers se présentent devant sa porte. Fofana refuse d'ouvrir. Surprise des autorités en voyant notre caméra. Bonjour messieurs. Il n'y a que des journalistes alors. La suite de l'évacuation se déroulera sans heurts. Pourquoi avoir ciblé cet immeuble? La cour ressemble à une décharge publique. Devant la porte d'un appartement, des rats. À l'intérieur, des conditions de vie déplorables. Pour la préfecture de police, le risque d'incendie est trop important. Il fallait évacuer, une urgence que contestent certains élus parisiens. Toutes les personnes, ou presque, qui étaient dans cet immeuble étaient sur le point d'être relogées. Pour l'une d'entre elles, d'ailleurs, la commission se tient mardi. Donc à 3 jours près, on a du mal à comprendre pourquoi on expulse des gens. Un discours relayé ce soir par une centaine de manifestants. La préfecture de police applique, elle, à la lettre les consignes de Nicolas Sarkozy. Évacuation au plus vite des immeubles insalubres. Ceci nous amène dans le Pas-de-Calais avec cette mobilisation des élus locaux. Ils sont venus demander à l'État de tenir ses engagements car la réhabilitation de 8000 logements de mineurs est bloquée. Leurs habitants, souvent âgés et malades, en sont réduits à vivre dans des conditions difficiles. Laurent dit, Chloé Lecomte. C'est l'heure du petit déjeuner. Et pourtant, ce n'est pas l'eau du café qui chauffe chez Roger Sens, c'est celle de la toilette. Ici, il n'y a pas l'eau chaude, il n'y a d'ailleurs pas de salle de bain non plus, c'est la cuisine qui en fait office. Voilà. Quant aux toilettes que Roger nous présente quelques instants plus tard... C'est le problème qu'il n'y a pas de chasse d'eau. Alors, à chaque fois qu'on va aux toilettes, il faut que je vais chercher de l'eau de puits, que j'ai un truc dehors, pour nettoyer les toilettes, et puis une brosse. Chaque fois. Et ça part à l'égout? Non. Ça part là, dans une cuve, qui vient te le vider tous les ans. En fait, c'est tout le quartier qui est privé d'égout. Pas de raccordement au gaz non plus. Et c'est comme ça pour 8000 logements de la région. L'État s'est engagé à payer les travaux de voirie, mais les subventions se font attendre, d'où la colère des habitants, car il est impossible en attendant de réhabiliter les maisons. Vous avez M. Borloo qui nous dit, si vous voulez, qu'il faut résorber l'habitat indigne, et puis quand on veut le résorber, on en a les moyens également de le faire, et bien il ne nous permet pas le raccordement des logements. Roger et sa femme, eux, n'y croient plus vraiment. D'autant qu'à 76 ans, Roger commence sérieusement à payer les 30 ans passés au fond de la mine. À l'heure actuelle, on est en 2005. Ça devrait être changé tout ça, 2005. Mais je ne demande pas sur la Lune, mais je demande le minimum pour être heureux, moi puis mon épouse. Le minimum pour eux, ce serait par exemple d'avoir un vrai chauffage électrique ou au gaz pour pouvoir une fois pour toutes se passer de la corvée de charbon.
Éducation avec cette étude de l'INSEE qui concerne les ZEP, ces zones d'éducation prioritaire. 1 700 000 élèves, environ 1 sur 5, sont scolarisés dans ces réseaux. Or, la politique mise en place pour des élèves qui sont socialement défavorisés ne montre pas les résultats attendus. Il ne s'agit bien sûr que d'un rapport, mais il souligne le risque d'accroissement des inégalités, donc l'effet inverse que le but poursuivi. Anne Guéry, Nathalie Gallet. Dans ce collège de Seine-Saint-Denis, les années se suivent et se ressemblent, avec son taux d'échec incompressible. Un élève sur 2 rate le brevet en fin de 3e, contre 1 sur 5 seulement au niveau national. Et ce collège n'est pas une exception. Selon le rapport de l'INSEE, le niveau des ZEP reste désespérément bas. Un triste constat qui concerne 1 700 000 élèves, soit 1 sur 5, scolarisés dans les 911 zones d'éducation prioritaire. Pourtant, les ZEP, créés il y a 24 ans, étaient censés augmenter les chances de réussite dans les quartiers défavorisés. L'État devait y engager de l'argent, du personnel, et ce fut chose faite. Les moyens investis représentent 8% de plus par élève. En clair, on a affecté plus d'enseignants qu'ailleurs. Mais, premier écueil, ces professeurs sont souvent très jeunes, peu expérimentés, mal rémunérés. Ils n'auraient, dit l'INSEE, qu'une idée en tête, fuir la ZEP. Un avis que ne partage pas ce principal de collège. Le fait d'avoir des professeurs jeunes est plutôt une plus-value parce qu'ils se remettent facilement en question, ils sont engagés, ils ne viennent pas uniquement ici pour avoir un salaire à la fin du mois. Deuxième écueil, la concentration des difficultés dans certains établissements où 80% des enfants sont issus de milieux défavorisés, pas de mixité sociale. Au final, la ZEP n'a eu aucun effet sur la réussite des élèves, tout juste a-t-elle maintenu le même niveau d'inégalité scolaire, alors que les conditions de vie se sont dégradées. L'Allemagne est dans la dernière ligne droite de sa campagne électorale avec des meetings aujourd'hui et demain de Gerhard Schröder et Angela Merkel. Et le suspense est entier. Angela Merkel, à 2 jours du scrutin, selon les sondages, creuse à nouveau l'écart avec une avance de, dit-on, de 7 à 9 points sur les sociodémocrates. Elle pourrait donc peut-être obtenir avec ses alliés la majorité absolue dimanche soir. Rien n'est joué, nous verrons. En tout cas, ces élections nous donnent l'occasion de nous intéresser à la société allemande. L'Allemagne qui traverse une grave crise démographique, sa population est vieillissante, le taux de fécondité est un des plus bas d'Europe, 1,35 enfants par femme contre 1,9 en France. C'est devenu une priorité nationale qui a été au cœur des programmes politiques de chaque candidat. Reportage Loïc de la Mornay, Éric Mézy. Cette femme est une Rabenmutter, une mère corbeau. La langue allemande est la seule en Europe à avoir créé un terme pour désigner ces femmes qui osent abandonner leur enfant en crèche. C'est mal vu et de toute façon rare, il existe peu de crèches dans le pays. À Berlin, ça va. Ailleurs, c'est une catastrophe. C'est simple. En Allemagne, une femme qui a 2 enfants reste en moyenne 6 ans bloquée à la maison. Nicole a 2 enfants. Après des études de stylisme, elle a choisi de rester à la maison. Elle se conforme à l'idéal des 3 K, comme on l'appelle en Allemagne, Kinder, Küche, Kirche, les enfants, la cuisine et l'église. Et ne regrette pas. Styliste, c'était un métier créatif. Mais être mère au foyer, c'est aussi plein d'activités créatives. C'est vrai, c'est surtout quand les enfants sont longtemps à l'extérieur que je recommence à avoir envie de travailler. Mais avec le recul, même si c'était un métier extraordinaire, je réalise que ce n'était pas compatible avec une vie de famille. À l'opposé, Inga fait partie de ces 40% de femmes diplômées qui n'auront sans doute jamais d'enfants. Les études durent très longtemps en Allemagne, jusqu'à 30 ans environ. Difficile d'abandonner ses ambitions après tous ces efforts. Si on veut réellement avoir une chance professionnelle et un bon job, c'est très difficilement compatible avec des enfants. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas du tout comment je pourrais planifier des enfants dans ma vie. Ça manque d'aide pour les femmes dans ce pays. Les papilles vainqueurs. Nous sommes sur le tournage d'un spot publicitaire pour des assurances. Dans un pays vieillissant, le 3e âge est devenu la cible commerciale prioritaire. Les seniors dynamiques sont très nombreux, trop même, en tout cas dans le métier, au dire de cet acteur franco-allemand. J'ai téléphoné plusieurs fois ces dernières années à des agences. On m'a dit non, des vieux, on en a assez. Si vous étiez jeune, oui, on a besoin sans arrêt de jeunes, on n'a pas assez de jeunes. À ce rythme, en 2050, la population du pays descendra à 55 millions d'habitants contre 80 aujourd'hui. En Allemagne, chaque jour, il y a déjà plus de décès que de naissances.
Aux États-Unis, George Bush, dans son discours à la Nouvelle-Orléans, assume sa responsabilité, admettant les défaillances du système. Dans son allocution, le président américain a annoncé un réexamen des procédures d'urgence, soulignant que son gouvernement n'avait pas été à la hauteur. Dans cette Amérique qui se découvre vulnérable, partons pour le Mississippi, à Biloxi, où la ville est littéralement coupée en deux avec la reconstruction des quartiers riches qui a déjà commencé, et puis les plus pauvres qui sont livrés à eux-mêmes. Reportage Claude Sampère, Philippe Jasselin. Dans le quartier blanc de Biloxi, on a déjà commencé à réparer. Dans ce quartier situé en bord de mer, quelques très belles habitations ont subi de très gros dommages. Justin vit aujourd'hui avec sa famille dans une grande caravane qu'ils ont louée. Pour eux, pas question de partir. Aujourd'hui, on leur apporte un groupe pour faire de l'électricité. Ils sont bien assurés et ils pensent retrouver une vie normale assez vite. Dans le quartier noir, on ne voit personne en train de reconstruire. Ici, beaucoup avaient refusé de partir. Certains n'en avaient pas les moyens, comme Cherry par exemple. Ça, c'est ma maison, juste là. À l'intérieur, il y a encore beaucoup de boue. Cherry a du mal à ouvrir les portes. Elle veut à tout prix nous montrer le trou par lequel elle s'était réfugiée sur le toit. C'est ça qui l'a sauvée. Hey, they want you back. En face, il y a Luis. Lui aussi était resté. Moi, je voudrais une nouvelle maison. J'espère qu'on va m'aider. Mais vous savez, les choses vont trop lentement. Dans ce quartier très durement touché, les habitants s'entraident et ils refusent de partir. Ils ne comptent que sur eux-mêmes. La vie continue. Moi, j'espère que j'aurai une aide financière. On n'a pas d'assurance, on ne peut pas se les payer. Régulièrement, des militaires ou quelques bénévoles leur distribuent un peu d'aide, de l'eau, de la glace ou quelques produits de base. Comment arriveront-ils demain à avoir une nouvelle maison? Personne, pour le moment, n'a la réponse. Nouvel attentat meurtrier en Irak, 20 morts dans 2 attaques qui visent les chiites à Bagdad et près de Kirkouk. 40 personnes ont été blessées. Ces attentats, dont l'un avait pour cible une mosquée, s'ajoutent à une série d'autres attaques et surviennent après les déclarations du chef d'Al-Qaïda en Irak, al-Zarqawi, de lancer une guerre totale contre la communauté chiite. À l'occasion du 60e anniversaire de l'ONU, nous avons choisi de nous intéresser aux actions de paix que mènent les Nations Unies dans le monde. À l'heure où nous parlons, 18 missions des casques bleus sont en cours et une seule est sous commandement français au Liban, à la frontière avec Israël, entre 2 pays ennemis irréductibles. Reportage de nos envoyés spéciaux Bernard Lebrun et Alain Dupart. Fortifié, quelque peu coupé du monde, voici le quartier général des casques bleus au sud Liban. La sentinelle vient du Ghana, tout comme le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Le conducteur, lui, est un capitaine français. Mais c'est en anglais qu'ils échangent. Des ordres et des papiers, un océan de paperasse. C'est aussi cela, l'ONU sur le terrain. Une petite France en terre d'Orient. La FINUL, force intérimaire des Nations Unies au Liban. Seule opération de maintien de la paix sur 18 en cours dans le monde, commandée par des Français. Écrit par un parachutiste, le chant rend hommage aux 58 soldats français assassinés à Beyrouth par le Hezbollah lors de l'attentat suicide du Drakkar en 1983. Commander la FINUL aujourd'hui est un exercice périlleux, à la fois militaire et diplomatique, entre 2 pays en guerre, le Liban et Israël, aux frontières fermées. On va voir les uns et puis ensuite on va voir les autres, hein, et puis on revient voir les uns, mais on ne les rencontre jamais ensemble. Sur cette ligne virtuelle aussi bleue qu'onusienne, en 27 années de présence, 246 soldats de la paix de la FINUL ont trouvé la mort. Depuis 1978, 2500 soldats ont pour mission de savoir qui viole la paix et par leur présence de la maintenir. On est une chambre d'enregistrement des violations, c'est sûr, et on est parfois un témoin gênant. Moins gênant, Daki, profession chien des mineurs de l'ONU du bataillon ukrainien. Ghanéens, Indiens, Polonais, Italiens, Français, tous font 6 mois de mission au Liban au service de la paix. Pour l'instant, à la frontière ne passent que des obus et des cadavres. Il y a quelques jours, la restitution d'un corps d'un combattant du Hezbollah par Israël a pris 4 heures.
afin qu'ils parviennent au Liban. En Grande-Bretagne, Tony Blair a défendu aujourd'hui sa décision de durcir la législation antiterroriste, insistant notamment sur l'un des volets les plus controversés qui vise à porter à 3 mois contre 14 jours la durée de la garde à vue pour toute personne suspectée d'activité terroriste. En Grande-Bretagne, toujours, on célèbre le 200e anniversaire de la bataille de Trafalgar. Et à Londres, on a célébré le héros national, l'amiral Nelson, avec des bateaux sur la Tamise qui ont recréé le cortège funéraire qui avait accompagné la dépouille de Nelson qui a détruit, je vous le rappelle, les flottes françaises et espagnoles le 21 octobre 1805. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la princesse Anne. Politique française, avec dimanche prochain l'élection législative partielle dans l'Oise. Bernadette Chirac est venue soutenir personnellement le candidat UMP Éric Woerth, ancien secrétaire d'État du gouvernement Raffarin et ami d'Alain Juppé. L'épouse du chef de l'État était à Senlis et à Chantilly. Elle n'a pas ménagé sa peine en occupant le terrain avec détermination et humour. Véronique Saint-Olive, Guillaume Michel. Bernadette Chirac crée l'événement. Le prétexte cette fois, c'est de manifester son amitié à Éric Woerth, chiracien fidèle, qui affronte dimanche dans l'Oise le candidat socialiste dans une législative partielle. Mais pour la femme du président de la République, c'est aussi l'occasion d'occuper le terrain pendant que son mari est contraint au repos. Une campagne à la Chirac. C'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil, merci pour votre amitié. Trop gentil, non, alors si je deviens une star... c'est sympa. Les deux ensemble, ça donne un bon modèle. Réunion avec les associations, Bernadette Chirac parle handicap, un sujet qui lui tient à cœur. Et puis, pendant près de 4 heures, la femme du président de la République enchaîne. Photo à la demande, un mot pour chacun, une proximité tout-terrain qui paye. Tout à l'heure, elle avait ses petits talons hauts, elle a mis ses chaussures plates, c'est plus facile sur nos pavés senlisiens. Madame la Présidente, bonjour. Alors voilà les fidèles. Les fidèles, hein? Ah oui, ça. Les fidèles, hein? Et aujourd'hui, la fidélité, Bernadette Chirac la revendique. Alors que la bataille pour la succession de son mari en 2007 semble engagée, elle lance un avertissement, dinosaure à la main, un cadeau pour son petit-fils. Faites guéguerre, vous savez, ça n'est pas le moment. Ça n'est pas le moment. C'est tout à fait prématuré. Chaque chose viendra en son temps. Et les choses seront dites au moment où elles devront être dites. Et on peut compter sur vous, madame? Je suis plutôt du genre fidèle et franc. Pas du genre tordu. On l'aura compris, Bernadette Chirac est plus que jamais déterminée et pugnace, et elle n'a pas dit son dernier mot. Au Parti socialiste, maintenant, chacun choisit ses alliés à la veille du Conseil national et dans ces grandes manœuvres où le nouveau Parti socialiste d'Arnaud Montebourg devrait présenter une motion commune avec Henri Emmanuelli, eh bien Laurent Fabius apparaît isolé dans ce jeu des alliances. Il ne fait pas pour leur figure de rassembleur. Du coup, François Hollande recommence à croire à ses chances de rester premier secrétaire du PS. Jeff Wittenberg, Bernard Connor. Est-ce que vous êtes d'accord ? Voilà le résultat dont rêverait François Hollande au prochain congrès du PS. De François Hollande. L'unanimité en sa faveur. Mais voilà, ce n'était qu'un vote local, celui des militants des Bouches-du-Rhône mercredi soir. Certes, un soutien de poids pour le premier secrétaire venu à Marseille avec ses plus fervents supporters et qui se voit déjà reconduit à la tête du parti. C'est aux socialistes et à eux seuls de décider de l'orientation du Parti socialiste. Et pas à d'autres. Mais l'univers du PS est devenu complexe à 2 mois de son congrès. Sur le papier, la planète Hollande est la plus puissante et devrait garder le pouvoir. Mais elle souffre de la concurrence de ses satellites présidentiels, DSK, Jack Lang et peut-être Martine Aubry. L'autre étoile présidentielle, celle de Laurent Fabius, espérait briller après la victoire du non au référendum. Mais elle reste isolée, Jean-Luc Mélenchon est le seul astre de poids à l'avoir rejoint. Hier, Laurent Fabius présentait sa motion. Rassembler à gauche, mais surtout, selon lui, en finir avec la ligne actuelle, celle de François Hollande. C'est une ligne moins floue, plus ferme, à la fois dans son opposition au gouvernement, parce qu'il veut être ferme, ce qui n'empêche pas d'être courtois, mais il faut être ferme, et en même temps dans nos propositions. Dans un bar branché de la capitale, Laurent Fabius ne s'est entouré cette fois que d'amis, loin de la fête de l'humanité et de ses projectiles. Lui, il a pris un œuf, il y en a d'autres, on aurait fait une omelette avec. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une coupure entre le Parti socialiste et l'opinion de gauche. Dernier mouvement en date dans la galaxie, Henri Emmanuelli rejoint le duo Vincent Peillon-Arnaud Montebourg, une alliance dont on ne sait si elle vise à renverser Hollande ou à barrer la route à Fabius. Pas facile de s'y retrouver,
Demain, Conseil national d'un PS plus divisé et plus compliqué que jamais. En d'autres temps, Michel Rocard appelait de ses voeux un Big Bang. Au lendemain de la parution du rapport de la Cour des comptes épinglant la sécurité sociale, la CNAM se donne les moyens de sanctionner les médecins et les patients qu'il faudrait. Jean-Daniel Flisaki, Alain Locaccio. Marie-Laure Albi est médecin généraliste. En 2002, sa consultation a été revalorisée, 20 € au lieu de 18. En échange des 20 €, les médecins devaient faire des économies en prescrivant plus de génériques. Mais la Cour des comptes estime aujourd'hui qu'on est loin du but recherché. Exemple le plus évident, dit-elle, l'augmentation des honoraires a coûté entre 300 et 400 millions d'euros, alors que la prescription de génériques n'a entraîné que 70 millions d'économies. Des considérations comptables que réfute le docteur Albi. J'ai pas l'impression que je suis trop payée pour le travail qu'on me demande, que la société me demande, que les patients me demandent. J'ai pas l'impression non plus que, en tout cas, les médecins généralistes dont je fais partie n'ont pas fait un effort pour expliquer à leurs patients, parce qu'après, si on du générique comporte une explication. Nous ne sommes pas chargés non plus d'être des agents économiques purs. La Cour reproche aussi à la Sécu son manque de fermeté. Chaque année, 0,15% des praticiens font l'objet de procédures qui aboutissent à des sanctions dans un tiers des cas, soit quelques dizaines de médecins seulement. Pour l'assurance maladie, 99% des médecins respectent les règles, les autres vont être frappés au portefeuille. Pour le 1% qui ne joue pas le jeu, nous avons des outils qui sont donc donnés par la voie législative. La loi a prévu que nous puissions sanctionner et donner des amendes, à la fois bien sûr pour les professionnels de santé, mais aussi pour les assurés. Les premières sanctions devraient tomber dans 2 mois. Plusieurs dizaines de conteneurs de textiles chinois bloqués sur les quais du port du Havre depuis des semaines vont être acheminés vers les distributeurs. En effet, l'Europe et la Chine sont parvenus à un accord que nous expliquent Stéphane Despinois et Mathias Second. Les verrous sautent. Après un mois d'immobilisation, les articles textiles venus de Chine s'apprêtent à reprendre la route. L'heure est pour l'instant à l'inspection des douanes. Je compare, je regarde si ça correspond à ce qui est déclaré, effectivement. Si tout ce qui est sur la facture est bien dans le conteneur. Dans ce carton, une cinquantaine de pullovers. C'est l'une des catégories de produits pour lesquels la Chine a dépassé ses quotas d'importation pour 2005. Dans le port du Havre, 390 000 articles attendent le feu vert des douanes pour entrer sur le marché français, l'équivalent de 60 conteneurs. En fait, les droits de douane changent par rapport à la qualité du produit et à son conditionnement, ainsi qu'à la maille. On regarde aussi s'il s'agit éventuellement de contrefaçon, chose qui nous arrive assez fréquemment. Même si les quotas attribués pour l'année entière ont déjà été dépassés, l'Union européenne a finalement accepté de débloquer 40 millions de pulls, pantalons et chemisiers. C'est bien sûr le soulagement pour les importateurs qui ont acheté les articles, mais ceux qui plaident pour le textile made in France ne décolèrent pas. Il faut quand même trouver la solution. La solution, il n'y en a pas 50. Ou on fait un blocage complet, en disant écoutez, tant que vous n'êtes pas rigoureux, nous on laisse plus rentrer, ou alors tous les produits qui rentrent, ils se ramassent 100% sur la tête. De taxes bien entendu. Je ne vois pas d'autre solution, parce qu'il faut quand même se protéger, autrement on est mort, on est tous morts. Toutes catégories confondues, les importations de textiles chinois en France ont augmenté de 61% sur les 7 premiers mois de cette année. Une déferlante à laquelle les États-Unis sont également confrontés. Pour enrayer l'arrivée massive de conteneurs textiles dans leurs ports, ils brandissent la menace de nouvelles barrières douanières. Les journées du patrimoine, un rendez-vous incontournable pour les Français qui chaque année davantage témoignent de leur engouement pour ces portes ouvertes de quelques 15 000 bâtiments historiques. Ces journées du patrimoine ont cette année un goût bien particulier pour des milliers d'artisans spécialisés dans la restauration des monuments. Ils ont décidé de manifester face au manque de crédit. Un chantier sur 4 est menacé faute de moyens. Daniel Wolfrom, Nathalie Gallet. Si aujourd'hui nous venons, c'est tout simplement que nous sommes en train de licencier, nous n'avons plus d'apprentis. On essaye de faire un maximum. Restaurateurs de monuments historiques, artisans, patrons de PME, pas vraiment dans leur habitude de réclamer de l'argent à l'État. Les besoins sont immenses, je ne parle pas des cathédrales qui s'effondrent ici ou là, nous savons. Ils savent donc au ministère, et tous s'accordent sur le chiffre. Il manque 100 millions d'euros pour le patrimoine cette année. Résultat, la baisse continuelle des crédits de l'État fait perdre à ces hommes de l'art un tiers de leur chiffre d'affaires. Le discours est contradictoire entre j'aime mon patrimoine, thème des journées du patrimoine, et un patrimoine qui n'a jamais été autant, je dirais, délaissé. Exemple à Rouen avec ce chef-d'œuvre du gothique flamboyant. Le chantier est interrompu, le bâtiment s'abîme aux grandes dames de la ville.
Le patrimoine à Rouen, c'est l'élément essentiel de l'activité touristique. 2 millions de visiteurs chaque année à Rouen, qui viennent des 4 coins du monde, qui viennent de toute la France. C'est parce que, justement, il y a ces églises. Ces deux artisans attendent que ce chantier redémarre. Par chance, l'un d'eux continue à travailler à la restauration de la cathédrale. Avec ses apprentis couvreurs, il représente un savoir-faire accumulé au fil des restaurations. Il faut une dizaine d'années pour former un compagnon vraiment hautement qualifié, qui connaît toutes les ficelles du métier. Paradoxe de la situation, les chantiers de restauration ferment en France, 1 sur 4. Mais le savoir-faire français s'exporte, lui, à l'étranger. À Rouen, ces tailleurs de pierre travaillent pour la cathédrale de Cologne. Les crédits monuments historiques, c'est des emplois. C'est du savoir-faire, mais c'est aussi des emplois. Là, vous avez un atelier avec 15 salariés qui travaillent pour des chantiers de restauration du patrimoine. Si l'année prochaine, vous n'avez pas l'argent escompté, qu'est-ce qui risque de se passer pour ces gens-là? Eh bien, on sera contraint d'en licencier une partie. 2 églises sur 3 en panne de restauration à Rouen. État, région, ville, mécènes, tout le monde se renvoie la note du patrimoine. Une situation difficile à comprendre, d'autant que la France est le pays le plus visité au monde. Et bien sûr, l'Assemblée nationale sera ouverte au public comme tous les ans à l'occasion des Journées du patrimoine. Mais si vous voulez y aller demain matin, vous pourrez à la fois découvrir l'exposition des trésors du Palais Bourbon et aussi bénéficier d'une visite guidée par son président en personne. Avant-première avec Isabelle Béchler et Christian Gallet. Quand le président de l'Assemblée nationale refait la déco lui-même, c'est que le peuple va s'y inviter. À la veille des Journées du patrimoine, le Palais Bourbon se prépare à recevoir des milliers de visiteurs exceptionnels. Ce sera aussi l'occasion d'inaugurer l'exposition des trésors de l'Assemblée. Si vous allez à la bibliothèque, vous verrez que cette bibliothèque qui a été décorée par Delacroix est toujours intacte et que même la moquette est la même. Nous avons dans nos réserves 3000 affiches entre 1789 et 1793. C'est toute l'histoire de la Révolution française, à travers ces proclamations qui étaient mises sur les murs. Je prends un exemple, la proclamation sur les droits de la femme. On peut y découvrir également l'original de l'acte d'accusation de Jeanne d'Arc, rédigé à la main, tout comme une Bible du IXe siècle, des enluminures, des incunables, des autographes d'écrivains et de politiques. Par ailleurs, le président vient de faire acquérir la collection de Marianne du journaliste Pierre Bonte. Je voulais qu'au sein même de l'Assemblée, on retrouve ces Mariannes. La Marianne avec le bonnet phrygien, c'est le combat pour la liberté. La Marianne qui met les mains comme ça, c'est l'exemple de la fraternité. J'ai collectionné chez moi, mais elles encombraient un peu l'appartement, il faut bien le dire. Et elles méritaient en tout cas d'avoir un abri un peu plus prestigieux. Et je ne pouvais pas trouver le plus bel abri pour Marianne que ce palais de la République. Voilà la Marseillaise. Voilà le tableau qu'on vient de mettre, qui est la Marseillaise par Rougadil. Elle est là. Donc non seulement on a le manuscrit, mais on a maintenant le tableau. Vous avez le bureau et le fauteuil, le perchoir, qui était celui de Lucien Bonaparte. Lucien est là. C'est le Conseil des 500. Et il va falloir imposer Napoléon, son frère. Et c'est Lucien, de son fauteuil, qui va faire ce coup d'État qui va permettre à Bonaparte de devenir Napoléon. Et quand le maître des lieux guide la visite, la passion est forcément au rendez-vous. Sport avec du tennis. Ce week-end, Roland Garros accueille la finale de la Fed Cup. C'est l'équivalent féminin de la Coupe Davis. La France, emmenée par Mauresmo et Pierce, affronte la Russie, tenante du titre. Nathanaël de Rinxin, Valérie Lucas, Christophe Vignal. À l'ombre du central de Roland Garros, l'équipe de France de tennis travaille ses gammes. Au programme terre battue et petites balles jaunes, peu importe la manière, pourvu qu'il y ait de la bonne humeur. Entre deux éclats de rire, les Françaises préparent leur finale, avec application, mais sans se prendre au sérieux. Comme à notre habitude, c'est toujours assez gai, on est concentré, mais en même temps, je dirais qu'on passe vraiment des bons moments ensemble. En l'absence de Sharapova, la numéro 1 mondiale, les Russes ont emmené leurs meilleures joueuses sur terre battue. Miskina et Dementieva, finalistes à Roland Garros en 2004. Dementieva est en forme, elle arrive directement de New York où elle a atteint les demi-finales de l'US Open. Elle y a été battue par Mary Pierce, ça tombe bien, Dementieva-Pierce, c'est l'affiche du premier match de la finale, demain.
je viens de la battre, mais je sais que elle, c'est une fille, c'est une battante, donc je sais qu'elle a envie de prendre sa revanche, je sais qu'elle pense un peu comme ça, et que surtout ici en France, donc elle batte à fond. Allez voir Papotera ainsi sur le central, les doigts de pied en éventail, on se demande si on ne s'est tout simplement pas trompé de week-end. La finale, c'est pourtant bien demain, et à guichet fermé en plus. Mais les Françaises sont décontractées. Marie, elle connaît son sujet, elle est très professionnelle, elle est quand même très zen comme jeune femme, donc c'est peut-être plus Amélie qui peut stresser, mais pour l'instant je suis serein. Ces jours-ci à Roland-Garros, les mousquetaires ont les cheveux longs et affichent un large sourire. Ne vous fiez pas aux apparences, face aux Russes, l'empoignade sera sévère. Et bien sûr, la Fed Cup à suivre sur France Télévisions tout au long du week-end. Cyclisme avec Lance Armstrong qui a déclaré aujourd'hui qu'il renonçait au retour à la compétition qu'il avait envisagé sous le coup de la colère face aux accusations de dopage en août dernier. L'événement musical avec la sortie du dernier album de Cecilia Bartoli, considérée comme la plus grande star du monde lyrique. Avec Opera Prohibita, la cantatrice reprend le répertoire des castrats du 18e, qui par définition était composé pour des voix féminines, mais réservé aux interprètes masculins. Il faudra attendre le mois de décembre pour la voir sur une scène parisienne. Reportage Michel Monpontet, Philippe Luisier. Comme on tenterait d'éteindre le soleil, il y a 200 ans à Rome, l'Église a voulu empêcher une musique de vivre. Les femmes, pour ne pas être tentatrices, devaient être en pierre et vierges. En tout cas, le Vatican leur avait interdit l'opéra, loi de pierre, idée de plomb. 300 ans plus tard, Cecilia Bartoli vient nous raconter avec son art l'histoire de cet interdit. La voix des femmes devait rester en effet à la maison, entre quatre murs bien sûr, surtout pas en scène, obscène. Pas d'envol, ni de roucoulade, la sensualité était un péché. Alors, accusé Bartoli, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Physiquement, finalement, on chante avec notre corps vocal, avec notre âme, avec notre bras, avec notre corps. Il faut s'abandonner à la musique. S'abandonner à la musique, quelle horreur! Un siècle durant, les rôles de femmes, donc à l'Opéra de Rome, furent tenus par des castrats. Mais la nuit venue, à l'abri des regards dans les appartements privés du Vatican, les évêques avaient oublié d'être aussi sots que leur loi. Ils y faisaient venir en cachette des femmes pour les écouter chanter. Des opéras interdits au commun des mortels. Les musiciens du Louvre de Grenoble comme complices et Marc Minkowski à la baguette et dans le rôle de la pécheresse, bien sûr, Cecilia Bartoli. Les temps ont heureusement bien changé dans le monde de l'opéra. Cecilia Bartoli est aujourd'hui reine de Rome et l'encens ne provoque plus depuis bien longtemps dans le ciel de tempête. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, suivie du point route Valérie Maurice. 20h50, la crime. 0h45, le journal de la nuit présenté par Laurence Piquet. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra le styliste de mode François Gerbeau. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.